Lui qui se sont abattus sur la région. On en parle dans le grand format de cette édition. Le sélectionneur national des Aigles du Mali dévoile une liste de 25 joueurs pour les matchs contre le Comores et la Centrafrique prévus les 20 et 24 mars prochains au Maroc au compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En cyclisme, la première édition du Grand Prix ORTM se tiendra le 6 avril prochain. Un mois de privation de nourriture, des avantages sanitaires multiples. Le jeûne est un bon médicament pour détoxiquer et régénérer l'organisme, mais il est déconseillé à certains. Les explications et conseils du médecin dans le Focus Santé en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Depuis quelques jours, vous constatez des prélèvements sur vos services de mobile monnaie et de recharge de crédit notamment. Une décision du gouvernement des autorités de la transition traduisant éloquemment l'adage selon lequel l'aide la plus précieuse et pérenne est celle qui provient de nous-mêmes. Ces prélèvements visent donc à faire face aux défis du moment dont la crise énergétique. Pour expliquer les biens fondés de la nouvelle mesure auprès du monde rural, la voix du gouvernement est portée par les ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage. Le témoignage de Tchomago Konaté. Le peuple malien, désormais comme seul garant de sa souveraineté. Une décision empreinte de détermination dont le substratum s'appelle la synergie. La trajectoire tracée par les autorités de la transition nécessite une contribution collective aux actions de développement. Comme stratégie, des prélèvements sont désormais effectués sur les opérations de recherche téléphonique et de transactions. Une stratégie de mobilisation des fonds constituant le centre d'intérêt d'une campagne de sensibilisation. Pour la présente séance, la voix du gouvernement est portée par Daniel Siméon Kéléman et Youbaba, respectivement ministre de l'Agriculture et de l'Élevage. 10% pour les rechargements de crédit du téléphone et le montant des factures, des abonnements et des consommations téléphoniques et Internet. Et 1% pour les opérations de retrait sur mobile monnaie. Les calculs réalisés sur la base des prélèvements des 1 et 10 sur les réalisations cumulées de l'année 2023 au niveau des services susvisés par les 3 opérateurs de téléphonie du pays donnent un montant annuel de 109,66 milliards de francs CFA au fonds. Ce fonds sera utilisé pour faire face aux défis énergétiques, d'infrastructures de base, des inégalités sociales. Cette décision traduit la volonté des autorités de sortir le peuple de l'impasse que les pays traversent depuis plus d'une décennie. Situation sécuritaire peu reluisante, rupture avec la CEDEAO suite aux sanctions illégales, départ de la quasi-totalité des partenaires. Les conséquences sont multiples et variées. Daniel Siméon Kéléman, ministre de l'Agriculture. Nous devons compter d'abord sur nos propres moyens à développer et transformer nos ressources agricoles. Pour y parvenir, nous devons donc faire appel à notre sens élevé de patriotisme. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Si la durée de fourniture de l'électricité à Bamako, par exemple, ne dépassait pas 7 à 9 heures de temps par jour, quelques semaines après la mise en place de ce fonds, le courant est fourni pendant près de 19 heures par jour. Les organisations fêtières du monde rural réitèrent sans réserve leur adhésion à la démarche. Sanoussi Bouyassila, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali. Lorsqu'on parle de souveraineté, d'indépendance, de développement endogène, on parle surtout de sacrifice. Il n'existe pas de grande nation au monde qui n'est pas passée par ce canal. Cependant, ces organisations du monde rural expriment des préoccupations relatives à l'utilisation judicieuse du fonds et à la création des conditions pouvant contribuer à améliorer leur climat des affaires. Pour ce qui concerne notamment la gestion du fonds, elle ne souffre d'aucune ambiguïté, rassure ces porte-parole du gouvernement, soulignant la mise en place d'un comité restreint de pilotage de 11 membres devant assurer la transparence. Oui, transparence, afin que chaque centime du fonds collecté profite pleinement aux Maliens. En attendant, si vous occupez les servitudes et les lits de cours d'eau, cela vous concerne particulièrement. Une vaste opération de libération de ces lieux sera incessamment lancée à Bamako. Son but est de prévenir des inondations dans la capitale et de sauver des vies. Le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat était face à la presse pour un exercice d'explication. Arédjou Matina y était pour Mali Actualité. Les activités de libération des servitudes et lits des cours d'eau non flottables dans le district de Bamako vont bientôt démarrer. Compte tenu des inondations dévastatrices qu'a connues le pays, surtout l'année dernière, le département en charge de l'urbanisme va passer à l'action pour libérer les servitudes et lits des marigots avant le début du prochain hivernage. C'est l'information majeure livrée lors de cette rencontre avec les hommes des médias.
Mahamadou Wologem, conférencier, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Nous avons décidé de libérer et dégager les emprises des lits des cours d'eau occupés. Les occupations illicites des domaines publics et privés de l'État sont devenues un phénomène courant dans notre pays. Elles ont atteint des proportions inquiétantes et concernent les emprises des servitudes des domaines ferroviaires, des cours d'eau, des forêts classées, des zones agricoles, des zones de pâturage, des édifices publics et des équipements collectifs, particulièrement dans le district de Bamako et environ. Face à cette situation douloureuse, c'est ainsi qu'elle a été créée une commission nationale de libération des servitudes et lits des marigots dans le district de Bamako. Le conférencier souligne que le domaine public immobilier est inaliénable, imprescriptible et insaisissable, conformément à la loi domaniale. Quant à certains journalistes, ils ont voulu savoir qu'est-ce que l'État va faire aux espaces qui seront libérés. Ensuite, le sort des occupants ou encore s'il y a une stratégie de dédommagement des occupants illicites. Mahamadou Wologem, conférencier, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat. Après la libération, les grands collecteurs vont être aménagés avec des espaces de jeu, de loisirs, le long du collecteur, des espaces aménagés également pour les piétons et même pour les cyclistes. Le ministère de l'Économie et des Finances a déjà notifié un montant au département du gouvernement de l'État pour gérer le coût de cas. Pour les occupants, il y a également des mesures d'accompagnement. L'opération de libération des servitudes et lits des cours d'eau des communes du district de Bamako va incessamment débuter selon le directeur national de l'urbanisme et de l'habitat qui estime que les principales causes des inondations et autres catastrophes sont dues en grande partie par cette pratique illicite. Sur la scène internationale, le président angolais João Lourenço a exhorté hier les partis en conflit à l'est de la RDC à observer un cessez-le-feu à partir de ce dimanche. Selon un communiqué de la présidence angolaise, cette trêve doit inclure l'arrêt des attaques contre les civils et l'interdiction d'occuper de nouvelles positions. L'initiative vise à faciliter les discussions directes prévues mardi à Luanda entre le pouvoir congolais et le M23. Madagascar, un restaurant fermé après une intoxication alimentaire du président André Rajoelina. Le 8 mars dernier, le couple présidentiel organisait dans la ville côtière de Madjouga la cérémonie officielle de la journée des droits des femmes. À l'issue du déjeuner, une cinquantaine de personnes sont tombées malades, dont le chef de l'État et son épouse. L'hôtel qui abritait la réception a été prié de cesser toute activité de restauration sur décision du ministère du Tourisme. Un député de l'opposition parle d'une décision abusive et partiale. Aux États-Unis, l'ambassadeur sud-africain Ibrahim Rasool n'est plus le bienvenu. Il a donc moins de 112 heures pour quitter le territoire américain. C'est ce qu'a annoncé vendredi le secrétaire d'État américain Marco Rubio via son compte X. Il accuse le diplomate sud-africain de haïr le président américain Donald Trump. La présidence sud-africaine juge regrettable cette expulsion et se dit déterminée à construire une relation mutuellement bénéfique avec Washington. Nous restons aux États-Unis où le président Donald Trump a annoncé hier que l'armée américaine avait mené dans la journée des frappes contre les Houthis au Yémen. C'est en réponse aux attaques répétées menées contre les navires à mer Rouge selon Washington. Dans un message sur son réseau social, le président Trump prévient si les attaques des Houthis ne cessent pas, l'enfer s'abattra sur vous comme jamais, déclare-t-il. Et l'Iran a réagi ce dimanche. Les États-Unis n'ont aucun droit de dicter notre politique étrangère, a écrit le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi sur le réseau social X. Il appelle à cesser de tuer les peuples yéménites. Enfin, en Corée du Sud, une vingtaine de personnes ont entamé une grève de la faim. Ils protestent contre la libération du président suspendu Yoon Suk-yeol il y a une semaine. Il est libre mais toujours accusé de rébellion après son coup de force du 3 décembre dernier. AES Actualité. La relation entre le Fonds monétaire international et le Burkina Faso est excellente. C'est le nouveau représentant résident du FMI à Ouagadougou qui l'affirme. Pour preuve, selon lui, c'est la mise à la disposition des pays des hommes intègres une enveloppe de plus de 80 millions de dollars américains, soit environ 50 milliards de francs CFA pour faire face à la crise alimentaire. William Boui a fait le point de la coopération entre l'institution financière et le Burkina Faso lors d'une audience avec le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. Au sortir de cette audience, il s'est confié à nos confrères de Radio Burkina. C'était une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
dans le cadre de ma prise de fonction en tant que représentant résident du Fonds monétaire international et aussi pour profiter de l'occasion pour passer en revue la coopération entre le Fonds monétaire international et le Burkina Faso. Et donc les échanges ont porté essentiellement sur les différentes axes de la coopération entre le Fonds monétaire international et le Burkina Faso. Actuellement, le Fonds monétaire international et le Burkina Faso, nous avons ensemble un programme pour soutenir les efforts de développement du gouvernement à travers une facilité élargie de crédit d'environ 302 millions de dollars sur la période 2023 à 2027. Nous avions aussi accordé au Burkina Faso un soutien dans le cadre de la lutte contre les chocs alimentaires autour de 81 millions de dollars américains. Et je dirais que la relation entre le Burkina Faso et le Fonds monétaire international est très excellente. Nous avons de très bons échanges avec le ministère des Finances, avec les autorités à différents niveaux. Et l'autre point de la discussion a été de recevoir les orientations du Premier ministre sur les objectifs du gouvernement, en particulier sur l'amélioration de la gouvernance, de la transparence et de l'amélioration de l'efficacité. Parce que le Premier ministre soulignait que pour chaque franc dépensé, il faut qu'il y ait un résultat très palpable sur le terrain. Et ce qui est aussi en ligne avec nos objectifs en tant qu'institution, c'est le renforcement de l'efficacité, c'est d'aider les autorités à travers chaque dépense faite à avoir plus de bénéfices à travers chaque franc CFA, je dirais même, ou chaque dollar dépensé. Et le Premier ministre s'est montré très disponible. Oui, disponible pour consolider cette relation avec le FMI, une institution financière internationale qui appuie également le Niger à mettre en œuvre ses projets de développement, notamment dans le domaine de l'agriculture. À Agadez, l'air est plutôt à la communication autour du programme de l'agriculture familiale, un programme qui vise à assurer la sécurité alimentaire et à assurer les capacités de résilience des 20 000 ménages dans la région. Abdoul Jalil Diallo de la Voix du Sahel nous en parle. Organisateur du présent atelier, le programme de développement de l'agriculture familiale, le PRODAF, a pour objectif global de contribuer à assurer durablement la sécurité alimentaire et nutritionnelle et les capacités de résilience aux crises de 20 000 ménages dans la région d'Agadez. Cet atelier constitue alors une occasion d'échanger et de renforcer les engagements communs pour le développement durable de l'agriculture familiale dans la région d'Agadez. C'est pour le bien-être des populations bénéficiaires que les participants à cette rencontre apporteront leur contribution dans la mise en œuvre du PRODAF dans la région d'Agadez. L'occasion a été aussi mise à profit par le gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibrahim Maïssa, pour rappeler quelques faits significatifs ayant marqué l'avènement du PRODAF. Il a ainsi cité la signature de l'accord de financement additionnel entre l'État du Niger et le FIDA le 11 septembre 2024, la tenue de la session du comité de pilotage les 11 et 12 décembre 2024 et le lancement officiel du programme par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage le 30 décembre 2024. AES, actualité. Cela n'était pas arrivé depuis 40 ans. Le marché de la ville de Gao est actuellement bien approvisionné en légumes de tout genre et aux prix abordables. Conséquence des fortes pluies qui se sont abattues sur la région, augmentant le niveau du fleuve, mais aussi le nombre de maraîchers. Cette abondance du marché en légumes ne pouvait pas mieux tomber, car ces légumes sont très prisés en cette période de Ramadan. Nous avons fait un tour au marché de Gao sous la conduite de Adizatou Maïga. C'est le grand format de cette édition. Nous sommes au grand marché de Gao. En dehors de la place dédiée à la vente de légumes, une grande partie du marché est prise d'assaut par les vendeuses de légumes. Sur place, on trouve de la carotte, la betterave, la tomate, du concombre ou encore de la pomme de terre. Tous ceux-ci sont issus d'une production locale, comme le témoignent les vendeuses. Aminata Samba Maïga, vendeuse de légumes. À mon avis, la production de cette année a beaucoup réussi. Même les gens qui sont en brousse ont profité de la montée des eaux pour faire du jardinage. C'est avec eux que nous achetons ces légumes. Tous ces légumes sont produits ici dans la région, sauf l'igname, le citron, le gingembre et le quinquiliba qui proviennent d'ailleurs. Amouhari Haidara, vendeuse. Ici, je dispose de plusieurs types de légumes. Des tomates, des betteraves, des poivrons, des oignons, du piment et salade. La crue de cette année nous a fait peur. Mais Dieu merci, le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est la lanterne du marché.
Très prisés en ces mois de Ramadan, les légumes sont à la portée de tous. Les clients qui viennent se ravitailler ne cachent pas leur satisfaction. Nikema Sampawan, cliente. J'ai venu acheter des condiments, tomates, poivrons, nyamakou, il y en a, et puis c'est moins cher. Ousmane Aïdara, client. Je suis venu faire les achats pour le Ramadan. Cette année, il y a beaucoup de l'eau qui est rentrée. Il y en a beaucoup de gens qui ont fait des jardins, tout ça. Il y en a beaucoup de fruits dans les marchés cette année. Anna Koirakoy, cliente. En ces mois de Ramadan, nous pouvons dire Dieu merci. Le marché est bien approvisionné, les légumes sont moins chers aussi. Nous prions pour que Dieu nous montre le Ramadan prochain et trouver les légumes de la même sorte sur le marché. L'abondance de la production de cette année à Gao est une première, selon Ibrahim Ahamadou, jardinier au quartier Boulgoundier. Depuis plus de 40 ans, on n'a pas assisté à une telle production. Cette année, on a assisté à une augmentation de l'eau du fleuve à Gao. Beaucoup de gens ont profité de cette situation pour devenir des jardiniers. Voilà la raison de cette abondance de légumes sur le marché. Cette année, avec la montée des eaux, nous pouvons travailler dans nos jardins jusqu'au mois de mai. Aminata Samba Maïga, vendeuse. Pour ce qui concerne la pomme de terre, nous avons des types actuellement sur le marché. Celle de l'Algérie qui est vendue à 600 francs le kilo et la pomme de terre locale qui est très prisée par les consommateurs. Elle est cédée à 650 francs. Avec l'abondance de ces produits locaux sur le marché, l'autosuffisance alimentaire, tant voulue par les plus hautes autorités de notre pays, sera sans doute une réalité. Gao, Hadizatou Mohamed Mega et Al-Hassan Ahamadou pour l'ORTM. Sport football, le sélectionneur national des Aigles du Mali dévoile une liste de 25 joueurs pour les matchs contre le Comores et la Centrafrique, prévus les 20 et 24 mars prochains au Maroc. Ces matchs entrent dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En cyclisme, la première édition du Grand Prix ORTM se tiendra le 6 avril 2025 à Bamako et Kati. Les organisateurs de l'événement étaient hier face à la presse ici à Bozola. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourti. La 15e journée de la Ligue 1 professionnelle de football du Mali se poursuit. 3 matchs sont programmés ce dimanche. Les 2 premiers commencent à 16h30. À Kati, au stade Salif Keïta Domingo, l'association sportive de Korofina ASCO reçoit l'US Bougouba. Les Oranges de Korofina occupent la 13e place avec 9 points, alors que les pensionnaires de Bougouba sont 6e avec 22 points et peuvent, en cas de succès, venir s'installer au pied du podium. À Bamako, au stade Mamadou Konaté, l'AS Real de Bamako accueille le stade malien de Bamako. Sans doute le choc au sommet de la 15e journée. Les Scorpions de l'AS Real pointent à la 7e place avec 22 points. Quant aux Blancs de Bamako, avec 28 points, ils sont positionnés à la 2e place du classement derrière leurs rivaux, les Rouges de Bamako. Et justement, après le choc au Real Stade à 18h45, il y aura le duel des extrêmes. Le leader, le Djoliba AC, 31 points, offre son hospitalité au dernier de la classe, les Étoiles du Mandé, qui n'ont que 9 points dans leur compteur. La 15e journée prend fin demain lundi avec 2 rencontres. Il s'agit des oppositions Bakaridian US Boukouni et Binga FC FC Diara. Les 2 matchs se jouent au stade Mamadou Konati. En ouverture, vendredi, Afrique Football Elite et l'USFAS ont fait match nul 0-0. Hier samedi, l'AS Police, premier non relégable, s'est relancé dans la course au maintien en cartonnant 11 créateurs 3-0. Adama Samake, 27e minute, Seiban Traoré, 39e minute et Mamadou Sidibé Di Makaya, dans le temps additionnel de la seconde partie, ont été les buteurs de la partie. Le sélectionneur national des Aigles du Mali, Tom Saint-Fit, a publié la liste des joueurs retenus pour les rencontres des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre les Comores et la République centrafricaine. Une liste de 25 joueurs composée de 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants. Dans la liste, l'on note un nouveau visage. Il s'agit de l'avant-centre Moustapha Sangaré qui est appelé pour la première fois dans le nid des Aigles. Aussi, certains joueurs signent leur retour dans le groupe. Toutefois, plusieurs anciens cadres n'ont pas été retenus par le technicien belge qui affirme avoir privilégié la carte de la continuité. Tom Saint-Fit, sélectionneur des Aigles du Mali. Au papier, je pense avant, Mali est le meilleur dans le groupe, aussi au tirage, en photo 1. Mais maintenant, on n'est pas en pole position, on n'est pas dans une situation qu'on peut perdre des points. On doit faire tout pour gagner chaque match. Après 4 journées dans le groupe I, les Aigles du Mali occupent la 4e place avec 5 points et se doivent de réaliser de bons résultats contre le Comores le 20 mars et la Centrafrique 4 jours après, le 24 mars, pour se relancer dans la course à la qualification. Éliminatoire du mondial féminin des moins de 17 ans pour boucler ce chapitre football. Dans le cadre du match retour du second tour, la Guinée a dominé la Sierra Leone ce samedi 15 mars sur le score de 2-1.
1 au stade Mamadou Konaté à Bamako. Grâce à cette performance, les filles du coach Amadou Kain Kamara se qualifient pour le 3e tour qualificatif qui se tiendra au mois d'avril 2025. En cyclisme, la première édition du Grand Prix ORTM est prévue pour le 6 avril 2025. Elle regroupera une centaine de coureurs venant des pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pour une distance de 120 km allant de Bamako à Kati pour 8 points chauds. Un départ fictif sera donné devant l'ORTM, mais le départ réel sera donné devant la Bourse du Travail et l'événement sera diffusé en direct et en intégralité sur la télévision nationale. S'agissant des critères de participation, entre 18 et 23 ans, et chaque coureur doit posséder une licence. Sidi Bagayo est le président de la Fédération malienne de cyclisme. Nous pensons que ça va quand même beaucoup aider le cyclisme à se développer davantage. Hassan Baba Djombele, directeur général de l'ORTM. C'est une première en tout cas pour l'ORTM de faire en sorte que cet événement que nous engageons à organiser avec la Fédération soit vraiment de portée confédérale. Le président de la Fédération malienne de cyclisme, Sidi Bagayo, a également révélé au cours de la conférence de presse de la première édition du Grand Prix ORTM que la 11e édition du Grand Tour international du Mali sera lancée le 19 avril 2025. Terminons avec le basketball. La phase allée du championnat national de première division a rendu son verdict ce samedi avec 4 matchs sur le tableau masculin. Malgré sa défaite contre l'USFAS 82-80, l'AS Police termine la phase allée en tête avec 13 points devant le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, 12 points, qui s'est incliné 55-69 face au Stade Malais de Bamako qui occupe la 3e place avec 11 points avec un match en retard. Le duel des mal classés entre Fasso-Kanou et le centre Mamoutou Kane CMK, comptant pour la 7e journée, a tourné à l'avantage des centristes 39-55. Néanmoins, les deux formations occupent les 2 dernières places au classement à l'issue de la phase allée du championnat. Chez les dames, Stade Malais de Bamako, USFAS et l'AS Police mènent la danse. Lors de la 7e journée, l'USFAS a dominé l'AS Police par 79-46 et chipe par la même occasion la 2e place à son adversaire du jour. Quant aux stadistes, elles n'ont laissé aucune chance au centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, battu 91-53. Calaban Sport Club, KSC et le Djoulouba AC, respectivement 4e et 5e, ont tous les deux gagné. C'était contre l'AS Commune 5 et l'AS Real. Score 90-54 et 68-50. L'AS Commune 5 de Bamako et le CRBT sont les 2 derniers au classement chez les dames à l'issue de la phase allée du championnat national de basketball. Focus Santé. La communauté musulmane du Mali observe ce dimanche le 16e jour du mois de Ramadan, un mois de jeûne très bénéfique au plan sanitaire. Il permet notamment de détoxiquer et de régénérer l'organisme. Mais attention, tout le monde ne doit pas observer ces 4 piliers de l'islam, surtout les femmes enceintes et les personnes souffrant de maladies telles que l'insuffisance rénale et le diabète. Pour nous édifier davantage, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste. Ces explications et conseils dans le Focus Santé en rediffusion signé Koumba Sissi. Nous sommes au mois de Ramadan. Accomplir le jeûne est un devoir religieux pour les musulmans. Selon les spécialistes de la santé, si la pratique a des avantages sur la santé des populations, elle a aussi des inconvénients. C'est pourquoi, avant de commencer le jeûne, certains préalables sont nécessaires. Professeur Anselme Konaté, gastrologue. Il y a une phase préparatoire avant même que le jour du jeûne commence. Donc, l'organisme doit être préparé à subir une certaine épreuve qui n'est pas habituelle. 4 à 5 jours avant d'entamer le jeûne, les jeûneurs doivent diminuer, voire même arrêter la consommation de protéines animales, doivent arrêter de consommer les produits laitiers, mais surtout, il faut, pendant cette phase de préparatoire, boire au moins 2 à 3 litres d'eau entre les repas. En dehors de la pratique religieuse, le jeûne a beaucoup de vertus sur le plan médical. Une des vertus du jeûne, c'est de pouvoir reposer l'organisme. Deuxième vertu, ça c'est de détoxiquer l'organisme. L'autre vertu du point de vue médical, c'est que le jeûne permet la régénération de l'organisme. Quand on jeûne, on apprend à perdre l'appétit. Le jeûne améliore la sexualité. Le jeûne améliore le sommeil. Le jeûne permet de diminuer l'anxiété et l'irritabilité. Ce qui est beaucoup recommandé à la rupture du jeûne, c'est la consommation des boissons, puis celle des aliments solides. Professeur Anselme Konaté, gastrologue. À la coupure
du jeûne, là il faut aller avec des aliments relativement liquides, mixés et éventuellement solides. Donc ça c'est une procédure qui est tout à fait importante. La phase de réintégration alimentaire va consister à introduire de façon graduelle les protéines animales, à introduire les produits laitiers, mais de façon graduelle, et aussi à conserver une bonne hydratation. Donc boire beaucoup d'eau. Pour éviter tout risque, certains groupes d'individus ne doivent pas observer le jeûne. Les femmes enceintes ne doivent pas jeûner. Les femmes allaitantes ne doivent pas jeûner. Les personnes qui ont ce qu'on appelle les troubles comportementaux alimentaires et les patients, les personnes qui sont cachectiques, c'est-à-dire qui ont une maigreur excessive, ne doivent pas jeûner. Quand on a une insuffisance cardiaque globale ou une insuffisance cardiaque avancée, ce n'est pas bon de jeûner. Lorsqu'une personne a une insuffisance rénale, il en existe deux types, l'insuffisance rénale organique et l'insuffisance rénale qui est dite fonctionnelle. Mais je voudrais souligner le cas de l'insuffisance rénale fonctionnelle. Lorsqu'elle n'est pas sévère, on peut jeûner. Et donc, tous ceux qui souffrent de problèmes de calcul rénal doivent s'abstenir de jeûner. Naturellement, les personnes âgées. L'âge doit être apprécié de façon quantitative et de façon qualitative. Ceux qui ont des maladies du foie à un stade avancé. Les diabétiques, les personnes qui sont sous insuline, il n'est pas conseillé de leur recommander ça. Les personnes ayant un ulcère gastro-duodénal authentifié endoscopiquement ne doivent pas jeûner. L'estomac est un organe qui naturellement produit de l'acidité. Et quand on a une plaie, un ulcère au niveau de l'estomac, une plaie, forcément, quand on a le ventre vide, l'acidité va aller impacter sur la muqueuse. Non seulement ça peut entraîner un retard de cicatrisation, mais ça peut aggraver. Il est à noter que toute personne malade qui prend des médicaments au moins 3 fois par jour ne doit pas jeûner pendant la période de traitement. Oui, des conseils bien notés et qui mettent d'ailleurs un terme à cette première édition de Mali Actualité qui porte la signature d'un trio. Bintou Traoré aux manettes, Abdul Aziz Koulibaly à la mise en ligne et au micro Bourama Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est dans moins de 4 heures pour le 13h dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée dominicale à vous, où que vous soyez. Militant sur les ondes.